pas uniquement les gens dont vous avez l'idée de grimper, d'être au sommet des parois, etc. Donc bien sûr, ça c'est une grosse partie de notre métier, mais on est aussi très impliqué dans le développement du tourisme, donc, puisque c'est notre activité principale, sur des développements aussi de protection de la nature, donc avec les parcs nationaux, puisqu'on a la chance d'avoir des parcs nationaux, enfin un parc national ici, et qui est le premier français, donc par la même occasion. Donc voilà, c'est grosso modo les choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Alors une chose, comment est-ce qu'on devient guide? C'est un schéma de formation qui est relativement long. Donc on est entre 3 au minimum et 5 ans donc, de formation avec une école. Donc ça c'est véritablement quelque chose de très particulier pour la France. On a une école qui s'appelle l'École nationale de ski et d'alpinisme qui forme principalement donc, les moniteurs de ski, les guides de haute montagne, les pisteurs 3e degré, puis je crois maintenant les gens en parapente sur un certain niveau. Donc c'est véritablement très particulier pour la France. Donc on a des stages à faire. Comme on est sur une période entre 3 et 5 ans, en fait, ça nous donne des équivalences LMD, donc licence, master, doctorat, c'est-à-dire avec des passerelles par la suite pour ceux qui sont intéressés ou qui ont un petit peu mal aux genoux, des choses comme ça, donc d'aller sur d'autres diplômes, entre autres. Alors, donc on a parlé de la formation. Après, comment est-ce qu'on devient guide? Pourquoi est-ce qu'on devient guide? Alors là, je crois que chacun a sa petite histoire, donc c'est un petit peu plus personnel. On trouve des longues lignées et des familles de guides. Donc, vous allez sur Chamonix, vous avez des Ravanel, il y a le Rouge, etc. Donc, vous avez 5 ou 6 générations donc, de guides et finalement, mon fils sera guide. Alors, est-ce que c'est véritablement un métier choisi ou non, mais pour la majorité quand même des personnes, c'est véritablement un choix de vie. On l'a vu, une période de 3 ans à 5 ans donc, de formation, c'est quand même relativement long, relativement onéreux aussi, puisque c'est à peu près 20 000 € donc, en termes de formation, en sachant que vous avez des stages, donc vous pouvez vous rémunérer, mais ce sont des choix de vie, c'est-à-dire un choix de vie où finalement un guide est quelqu'un d'indépendant. Sur la France, nous sommes 1700 guides. Donc, sur les 1700 guides, il y en a 1500 qui sont indépendants. Donc, vous en avez 200 qui sont des salariés. Mais dans les salariés, en fait, ce sont des gens qui sont au service de l'État, puisque très souvent, ce sont des gens du PGHM. Donc, à Bourg-Saint-Maurice, on a un peloton de gendarmerie de haute montagne, ou chez les CRS. Donc, et quelques-uns qui travaillent pour des organismes, donc des associations, mais qui sont quand même très proches de l'État avec le CPA, donc les centres de formation du CPA, donc, donc voilà grosso modo ce qu'il en est. Après, en termes d'origine, donc c'est très éclectique dans nos métiers. On a parlé tout à l'heure des guides du bâtiment, donc c'est-à-dire quand on n'est pas en haut en alpinisme ou quoi que ce soit, il faut bien faire tourner la maison et faire bouillir la marmite. Donc on a d'autres activités sur les 1700, enfin sur les 1500 guides, hormis les salariés. On a à peu près un tiers qui est moniteur de ski, donc, pour avoir une bivalence donc, sur le territoire et pouvoir travailler été-hiver en tant que tel. Vous avez après, on est vraiment très très éclectique, c'est-à-dire que vous avez des gens, on a des énarques. On a un énarque chez nous, donc, qui a d'ailleurs été très impliqué sur le territoire, puisque cet énarque a eu l'organisation du championnat du monde de Val d'Isère, c'était en 2008, je crois, donc, et c'était lui qui était responsable, en fait, administrativement, de tout ce qui était l'organisation des Jeux du championnat du monde, donc, à Val d'Isère. On a plusieurs X, donc on a des ingénieurs, donc à très haut niveau, à l'X. On a beaucoup d'ingénieurs aussi, donc dans différentes parties. On a des ingénieurs qui sont plus sur du matériel, donc la technique, etc. Donc, et ça se retrouve après pour le développement des skis, le développement du matériel d'alpinisme. Et puis on a des enseignants
aussi, chose qui va bien avec le métier puisque ça vous permet d'avoir une activité, on va dire, salariée, protégée, et puis pendant les vacances scolaires, vous avez la possibilité de travailler. Donc c'est aussi un des réservoirs. Et sur les 1500 guides hors salariés, vous en avez 750 qui vivent donc du métier de guide, c'est-à-dire c'est leur activité principale. Un guide ne gagne pas beaucoup d'argent, mais est payé en plaisir. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très important quand on a une vie devant soi et que l'on commence à 30 ans, grosso modo, parce que quand on a terminé, on accroche la médaille entre 25 et 30 ans. Se dire, je me fais plaisir, c'est quand même pas mal, c'est un objectif intéressant. Donc l'image d'Épinal que vous avez, du guide qui grimpe, etc., c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, quelqu'un qui est très imprégné sur le territoire. Pourquoi le territoire? Donc bien sûr, on a la partie touristique, c'est-à-dire qu'au plus on développe les activités sur le territoire, c'est quelque chose qui va nous amener un potentiel de travail. On avait dans nos vallées, pour parler de la vallée de la Tarentaise, c'était quand même avant le développement du ski, c'est-à-dire ce que l'on connaît des vallées de la Tarentaise, Val d'Isère, Tignes, etc., les stations à 30 000 lits, voire plus, donc 50 000 lits si on prend Paradis Ski, voire même plus sur Paradis Ski, c'était quand même l'alpinisme. Donc, le développement que l'on a eu dans nos vallées est sur Tignes, le barrage de Tignes. Il y a eu d'ailleurs un ouvrage qui a été écrit à ce moment-là. C'était sur les alpinismes du vieux Tignes. Les gens venaient faire de la montagne à Tignes, et puis après, à Tignes, on a mis des premières remontées mécaniques. Donc, on a fait du ski. La première école de ski en France a été construite à Tignes, enfin au barrage, en dessous, dans le barrage. Donc ne l'oublions pas, dans tous les sommets que l'on a aux alentours, on a pratiquement toujours un nom anglais. C'est-à-dire que la pointe Matthews pour l'aiguille de la Grande Casse. Pourquoi? Parce que c'était un guide local, donc, qui a fait avec M. Matthews la première de la Grande Casse. Donc on a eu déjà, si vous voulez, en termes de présence sur le terrain, les guides étaient quand même déjà bien présents et ont été des véhicules en termes de développement de l'alpinisme dans le coin. Sur l'aspect plutôt protection de la nature, puisque les guides, nous sommes dans les premiers observateurs des changements climatiques. Quand vous avez chaud en ville, vous montez la clim de 1 degré, donc comme ça vous êtes plus tranquille, vous avez frais. Mais nous ici, 1 degré, c'est des glaciers qui remontent de 200 mètres. Donc on est véritablement confronté à toute cette problématique de changement climatique. Aujourd'hui, nous travaillons véritablement comme des sentinelles, c'est-à-dire que nous travaillons avec les parcs, nous travaillons avec l'État, donc sur des observations de tout ce que l'on peut voir. Le changement climatique, mais il y a plusieurs choses intéressantes. C'est le recul des glaciers, bien sûr. C'est alors intéressant, intéressant en termes d'observation. Par contre, très problématique en termes d'alpinisme pour nous, c'est-à-dire véritablement de pratique. Les glaciers fondants, donc, on a toute la problématique du permafrost. C'est-à-dire la permafrost, c'est véritablement la limite que l'on avait jusqu'à présent, c'est 2700 mètres à peu près d'altitude, où le sol était en permanence gelé. Et maintenant, on est plutôt à 3400, 3500 mètres, où le sol reste gelé. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tout ce qui était auparavant maintenu par la glace, le gel, etc., donc, où les glaciers qui étaient en bas, qui maintenaient en termes de ciment toutes ces parois, comme ça fond, donc, déjà vous n'avez plus la base qui est maintenue en tant que telle, et puis le permafrost, les fissures qui étaient remplies de glace, de neige, etc., fondent, regèlent la nuit, et parfum, c'est comme ça qu'on a construit les pyramides, donc en faisant éclater des blocs de granit, mais là c'était pas avec de l'eau et de la glace, mais c'était avec du bois et de l'eau, parce qu'on bouillait, et voilà. Donc on a exactement le même principe. Et véritablement, pour nous, c'est un très gros problème dans nos activités. Si vous reprenez
les publications que l'on avait avec les 100 plus belles courses donc, de Chamonix qui étaient faites dans les années 70. Donc, sur ces 100 plus belles courses de Chamonix, aujourd'hui, on ne peut en faire plus que 30, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'en 50 ans, donc, on a perdu une grande partie de notre patrimoine en tant que tel de courses de montagne qu'on pouvait réaliser avec des clients. Les 100 plus belles courses de Gaston-Rebuffa. Il en avait fait la même chose ici sur la Vanoise. Et tout ce qui est glacier, alpinisme, véritablement, les choses ont changé. Donc nous travaillons avec CEMAGREF, entre autres, donc des organismes, puisque nous sommes des vigies en permanence sur le terrain, donc, et ça nous permet donc, de passer nos informations aux différents services de l'État, donc en disant voilà, il y a telle ou telle chose qui peut se produire. Et il y a 2 ans, on était sur la Grande Casse, donc c'est le plus haut sommet de la Vanoise, dans le coin qui a 3800 mètres, partagé entre Tignes, Pralognan, la Vanoise, et il y avait un risque vraiment très très important d'effondrement de sérac. Donc, alors il y avait une voie qui passait dessous, donc déjà en termes d'alpinisme, on avait mis le haut là en disant attention, c'est vraiment très très dangereux, mais cet éboulement, s'il avait eu lieu, donc, pouvait entraîner une grande partie du glacier et après en bas boucher un torrent. Donc si vous avez un torrent qui est bouché, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez avoir un barrage, et au moment où vous allez avoir trop de pression, de surpression, le barrage va éclater, donc, et vous avez ce qu'on appelle des laves torrentielles donc, dans les différents secteurs. Donc là, on les a avertis quand on avait vu ça, et on a travaillé avec eux après, parce que c'est quand même un endroit un peu complexe donc, en termes d'accès. Donc là, voilà, ça c'est un engagement sur le territoire. L'autre aspect, c'est un petit peu plus prosaïque, c'est sur la faune et la flore, puisque aujourd'hui les changements climatiques donc, ont un impact véritablement sur les espaces montagnards. Donc l'espace montagnard, vous avez les différents étages, donc la partie glaciaire, la partie neige éternelle, la partie prairie alpine et puis les forêts. Aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques qui sont très importants, vous avez la partie forêt qui remonte beaucoup plus vite, donc la partie prairie alpine qui a tendance à se faire bouffer par les forêts, donc, et les glaciers et la neige qui fond laissent des moraines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les prairies alpines qui sont en phase, plus ou moins, de diminution d'espace. Donc c'est très important pour nous, ici, le Beaufort, entre autres, en fait, pour les alpages et la faune qui vit dans cette zone vraiment très très particulière, qui a tendance à se rétrécir. Et les glaciers vont très vite, mais par contre, le gain en termes de substrat, donc pour pouvoir avoir des terrains qui puissent se redévelopper, etc., lui est très long. Donc, et si bien que ces prairies-là disparaissent. Alors, nous, c'est pas forcément nos terrains de jeu, mais on y passe. Donc, on a les accompagnateurs qui sont là et qui peuvent véritablement faire des mesures aussi sur le terrain. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Quand on parlait de la faune, vous apercevez par exemple le yo-yo de température que l'on a en ce moment. C'est-à-dire, la semaine dernière, on était en t-shirt à Bourg-Saint-Maurice et aujourd'hui, on avait mis toutes les couches. Donc, et en 3 jours, on a des yo-yos véritablement très importants. Et là, on va avoir un prochain yo-yo, puisque la semaine prochaine, ça y est, à nouveau, une fois qu'on a la chute de neige de dimanche, lundi, il va faire doux à nouveau. Donc, on a ce qu'on appelle une désynchronisation des espèces. Vous avez, chez les oiseaux, entre autres, la mésange, qui, elle, a une nidification qui correspond normalement au développement des pollens de certains arbres. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir les ptios. Donc, et s'il y a des pollens, à ce moment-là, vous avez des mouchillons, etc., donc, qui viennent graviter tout autour et qui permettent de nourrir cette fameuse mésange. Eh bien, avec les décalages de chaleur, on se retrouve avec des périodes de 3 semaines de décalage. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez vous, si vous avez de la nidification, par exemple. Eh bien, sur l'année dernière, donc au mois de juin, juillet, les premières mésanges sont mortes. Donc, il n'y a pas eu une nidification. Mais par contre, la nature fait bien les choses, c'est qu'il y a eu une deuxième nidification derrière, donc pour pouvoir compenser.
Donc on a véritablement une désynchronisation par rapport à ces aspects-là. Donc on s'en occupe aussi. Une chose importante aussi, c'est par rapport à nos caméléons des Alpes. Donc si on parle de caméléons des Alpes, c'est entre autres le lièvre variable, qui est blanc en hiver et gris l'été, et puis le lagopède, donc, qui est lui aussi qui change de couleur. Les décalages de saison, pour eux, c'est un véritable problème. Donc, c'est-à-dire que les périodes enneigées diminuent, mais eux font leur mue quand même. C'est-à-dire qu'un oiseau qui normalement est blanc pour pouvoir être sur la neige et passer complètement inaperçu, ou un lapin passe complètement inaperçu, donc un lièvre complètement inaperçu, et bien là, il arrive à faire sa mue alors qu'il n'y a pas de neige. Et à ce moment-là, il est visible pour tous les prédateurs. Donc c'est une proie pour les prédateurs. Le lagopède aussi par la même occasion. Et on se retrouve après, même chose en fin de saison, quand il n'a pas fini sa mue, il est blanc sur du gris. Donc ça, c'est des implications. Et nous, on le suit. Donc, on le suit avec le parc de la Vanoise, entre autres ici. Et on a des guides vigies pour véritablement faire passer ces informations. Il y a quand même des bonnes choses aussi dans le réchauffement climatique, si l'on peut dire. C'est les désynchronisations. Mais par contre, vous avez aussi derrière les gains en étage alpin. C'est-à-dire qu'on a des espèces végétales donc, qui remontent. Donc on a vu que les arbustes, c'est problématique pour l'espace, les prairies alpines. Mais par contre, vous avez la faune qui arrive à être très très haut aujourd'hui. On trouve des fleurs aujourd'hui, des saxifrages, à des altitudes qu'on ne connaissait pas auparavant, c'est-à-dire à 4500 mètres, on trouve de ces petites fleurs. Pour qu'il y ait une fleur, il faut qu'il y ait une pollinisation, et qui va faire la pollinisation? Donc, celle que l'on connaît le mieux sont les abeilles, ce sont les insectes, donc. Mais il y a très peu d'insectes à ces altitudes-là. Les insectes ne sont pas encore arrivés. Ou s'ils passent, donc ils sont pris par des courants chauds, donc en pleine journée l'air est chaud, il monte, et puis la nuit il fait froid, il meurt. Donc ils n'ont pas véritablement le temps de faire de la pollinisation. Donc on s'est aperçu que dans les pollinisations actuellement, ce sont principalement faits par des arachéides, c'est-à-dire des araignées. Vous avez des petites araignées en montagne, donc qui se faufilent, qui sont arrivés là, et qui arrivent à véritablement s'intégrer dans le biotope, et qui jouent le rôle de pollinisateur. C'est-à-dire en se frottant contre un truc, on va en voir une autre, etc. Donc on est sur quelque chose de nouveau que l'on ne connaissait pas, et voilà. Donc c'est pas de nouvelles espèces, mais c'est la colonisation de certaines espèces vers l'altitude. Ça, c'est des choses intéressantes. L'autre aspect, c'est sur l'aspect sécuritaire. Donc par rapport à notre métier, bien sûr que le fait d'être dans des milieux spécifiques, c'est-à-dire de haute altitude, des milieux dangereux, etc. On se demande d'ailleurs pourquoi on veut y vivre et pourquoi on veut en vivre. Donc c'est quelquefois surprenant. Mais c'est justement la maîtrise de différents paramètres, de tous ces paramètres. Donc actuellement, nous travaillons avec l'État et nous travaillons avec Météo France. Donc on a des accords avec Météo France sur la nivologie. Quand vous voyez un bulletin avalanche, par exemple, aujourd'hui un BERA. Donc le BERA est fait par Météo France. Donc on a une station Météo France ici à Bourg-Saint-Maurice depuis une cinquantaine d'années. Donc on a pu la sauver. C'était un petit peu compliqué, d'ailleurs on devait la perdre, mais on sait que tous les élus se sont battus dans la région parce que c'est vraiment très important. On est un des plus beaux cadres mondiaux en termes de ski, donc en termes de capacité, et ne plus avoir d'informations météo, c'était véritablement un problème. Donc on a pu conserver la station météo, mais si vous regardez par exemple les stations de ski, prenez la vallée ici, grosso modo, elles sont entre 1500 mètres d'altitude et 2000. Je parle de la station, des villages. L'orientation est nord,
bah oui, tant qu'à faire, hein, pour avoir de la bonne neige. Ouest, nord-nord-ouest, grosso modo. Vous avez qu'une qui est un petit peu particulière, c'est la Rosière, dans Valzan, qui est plein sud-sud-est. Mais bon, c'est un cas particulier. Mais sinon, donc, toutes les informations qui sont données par les services d'épices pour alimenter les bases de données de Météo France, c'était grosso modo la même altitude, grosso modo les mêmes expositions. Alors que la montagne, c'est pas ça. Donc, hein, vous avez des sommets à 3000, vous pouvez faire du ski de rando à 3000, 3005. Aujourd'hui, j'étais en ski de rando, mais vous êtes dans une face sud. Et là, qu'est-ce qui se passe dans une face sud à 3500 mètres d'altitude? On ne sait pas forcément. Donc, et là, les accords que l'on a avec Météo France, c'est principalement donc, d'aller faire des sorties nivologiques, c'est-à-dire faire des relevés nivologiques, hein, voir l'état du manteau neigeux, les différentes strates, etc., la résistance que l'on peut avoir. On envoie tout ça. Donc, alors, on a pu bénéficier avec l'Université de Savoie donc, de développement informatique intéressant et l'Université de Savoie, et c'était un programme FEDER qui nous a permis d'avoir des financements pour monter carrément un système, une appli, donc téléphone, et qui permet donc à chacun, lorsqu'il fait ses relevés, de les envoyer, que ce soit incrémenté directement au niveau de Météo France. Donc c'est aussi une chose importante en termes de sécurité, parce que pour nous, on est en station, bien sûr, mais on est beaucoup en hors-piste, on est beaucoup en ski de randonnée, dans les zones où on avait très très peu d'informations. Donc là, ça profite à la collectivité, au collectif en tant que tel. L'autre aspect, c'est toujours sur la nivologie, où là, on est des observateurs du terrain. On a des groupes WhatsApp que l'on a montés dans chaque station, grosso modo, donc, sur lesquels on échange tout ce que l'on a pu voir en termes d'éléments très particuliers, c'est-à-dire avalanche, telle altitude, telle pente, telle orientation, donc pour avoir de l'info. Et Météo France aussi est dessus ces réseaux-là. Donc ça permet d'avoir de la remontée d'informations sur non pas de la prévision ou de l'analyse du manteau neigeux, mais véritablement sur du factuel, qu'est-ce que l'on a vu, qu'est-ce qu'il en est, ou quoi que ce soit. Et pour nous, sur des itinéraires un petit peu classiques, en ski de randonnée par exemple, sur glacier, ben on a vu une grosse crevasse qui s'est ouverte à tel endroit, donc ok, on le signale en tant que tel. En termes de sécurité aussi, on travaille beaucoup avec le territoire sur le développement d'écoles d'escalade. Pourquoi? Parce qu'au niveau des écoles d'escalade, surtout en fond de vallée, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une activité qui soit au moins 3 saisons, donc, voire 4 saisons en tant que telle. Un des exemples, c'est sur M, la ville d'Em, donc, où là on a travaillé, ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux, sur une école d'escalade à Villette, donc, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, qui est à 500 mètres d'altitude, donc praticable presque à l'année. Enfin, la semaine dernière, c'est praticable. Quand il faisait 17 degrés à Bourg, on pouvait aller grimper là-bas. Donc, et c'est véritablement amener les jeunes à la pratique de l'escalade, donc en sécurité. C'est-à-dire on équipe ça de telle façon à ce que ce soit accessible pour tout le monde, à tous les niveaux bien sûr, mais avec une progression et surtout ne pas prendre de risques donc, en tant que tel, parce que ça c'est un des gros problèmes. On est très impliqué aussi sur le territoire avec les jeunes. L'espace jeune, donc, qui fait partie de l'intercommunalité, et avec l'espace jeune, on fait des formations donc, pour les jeunes. Et là, on était encore, il y a juste avant Noël, donc on faisait la cascade de glace avec des jeunes de 12 ans. 12-13 ans, donc, pour les amener à la pratique de la cascade, mais en même temps en sécurité. Même chose sur l'escalade, donc on est dans ces activités-là, ski de randonnée, ski hors piste, pour justement, au niveau du territoire, former les jeunes, donc leur faire prendre conscience que c'est une activité quand même à risque, c'est une activité plaisir. Et on voit un petit peu trop à la télévision des images Red Bull, c'est-à-dire où on voit l'exploit, mais avant l'exploit, il y a quand même un travail de préparation qui est vraiment très très important au niveau des jeunes. Et voilà, c'est leur faire prendre conscience qu'on peut le faire. On peut y arriver sans difficulté, mais c'est un long cheminement. C'est pas du jour au lendemain, je me balance d'une falaise, je saute ou quoi que ce soit. C'est ce travail-là. On participe aussi donc
Alors, en termes, pour la compagnie La Vanoise, on est présent donc sur les intercommunalités pour les enfants de 11 ans, donc, et après avec le lycée de Moutier, donc, où là les jeunes passent des métiers en biqualification, ski, montagne, et puis un autre métier à côté. Là, on intervient, donc, tel que participant en termes de financement, toutes les aides que l'on peut apporter avec des guides et des accompagnateurs pour pouvoir travailler sur les jeunes. Voilà, grosso modo, nos implications sur le territoire. Elles sont très vastes encore, on pourrait en citer d'autant plus, mais là, bon, sur un temps contraint, on est obligé de faire un petit peu le choix. Donc les projets, c'est aussi au Parc La Vanoise, par exemple, la compagnie des guides a un représentant à l'intérieur du Parc La Vanoise. Et pour ne vous citer que ceci en termes anachroniques, le Parc La Vanoise a été le premier parc en France, donc en 1965. Donc dans 2 ans, 3 ans, pardon, on va avoir 60e anniversaire. Donc, mais l'alpinisme avait été complètement occulté. C'est-à-dire qu'on avait parlé de la protection, etc., mais pas du tout d'alpinisme ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on rame, on rame pour essayer de faire valoir l'alpinisme à l'intérieur des parcs nationaux. Donc, puisqu'on était le premier, on est aussi l'exemple, mais comme on est l'exemple, voilà.